la une de l'actualité, 24 heures après le violent orage qui s'est abattu sur la métropole, les stigmates sont encore visibles dans le quartier de la Croix-Rousse. L'heure est au nettoyage une bonne partie de la journée. À Vaux-en-Velin, les habitants de plusieurs immeubles constatent les dégâts. L'eau s'est infiltrée dans plusieurs appartements et certains ont dû être relogés. La concertation pour le téléphérique n'a pas encore débuté et déjà les habitants de Sainte-Foy-les-Lyons s'inquiètent. Le Citral a commencé à travailler sur le projet en ciblant certains lieux pour installer les futures stations. La maire de la ville, opposée au projet, dénonce encore une fois les façons de faire de la majorité écologiste. Alors que le variant Delta gagne du terrain en France, la situation sanitaire dans notre département s'améliore. Les hospices civils de Lyon respirent un peu mieux. Les services de réanimation sont revenus à leur capacité d'avant-crise. Reportage à l'hôpital Louis Pradel dans un instant. L'épisode n'a pas duré très longtemps, mais les dégâts sont pourtant impressionnants. Hier, en fin d'après-midi, un violent orage s'est abattu sur la métropole. L'Est lyonnais, mais également le 4e arrondissement ont été fortement touchés. Les pompiers ont reçu 750 appels. Ils sont intervenus 150 fois. À Vaux-en-Velin, par exemple, ce sont plusieurs immeubles d'une résidence qui n'ont pas résisté à la violence de ces orages. L'eau s'est infiltrée, des habitants ont dû être relogés. Reportage de Mélanie Ferreira. Les grêlons sont encore visibles à Vaux-en-Velin, preuve de la violence de l'orage de la veille. Un orage qui a fait des dégâts dans cette résidence proche de Vaux-en-Velin village. Moi j'étais au travail et du coup c'était mon ami qui était chez moi et donc je recevais des vidéos de l'eau qui coulait via le plafond, via les lustres. Et donc du coup je suis rentrée en urgence et bon j'ai pas pu faire rien. J'ai rien pu faire de plus que ce qu'elle faisait déjà. Et elle constate encore plus de dégâts. Aujourd'hui, le plafond de la chambre peut s'effondrer d'un moment à l'autre. Les deux amis vont donc devoir être relogés sur du long terme comme une quinzaine d'habitants de la rue. Avec notre assurance, on peut être relogé pour 5 nuits. Ça peut être prolongé selon les experts, je pense. Donc on verra bien, après on verra pour aller loger chez des amis, chez de la famille. Le syndic de l'immeuble dénonce des malfaçons dans le bâtiment qui date de 2018 seulement et qui n'a pas supporté ces violents orages. Des orages qui ne sont pourtant pas rares à cette période de l'année. Mais ce météorologue constate une augmentation des orages supercellulaires sur la métropole. C'est des orages qui sont vraiment isolés de base mais qui ont une caractéristique différente, c'est qu'ils peuvent durer des heures alors qu'un orage classique dure en général entre 30 minutes et 1 heure. Donc ils se régénèrent non-stop. Ils provoquent de fortes chutes de grêle, de fortes pluies, de fortes rafales de vent. Donc ils font quasiment à chaque fois des dégâts, alors qu'un orage classique va en faire que rarement. Et on n'en a a priori pas encore fini avec les orages. Ils pourraient revenir dès ce week-end dans la région lyonnaise. À Lyon, c'est le quartier de la Croix-Rousse qui a été le plus impacté. Hier, l'heure était donc au nettoyage une bonne partie de la journée sur les bords de Saône, car en quelques minutes, un torrent a dévalé la Balme et inondé le quai Gilet. 20 mètres cubes de terre ont été emportés. Les secours qui restent vigilants encore aujourd'hui, ils surveillent l'état de la Balme pour éviter tout nouveau glissement de terrain. Écoutez le maire du 4e arrondissement, Rémi Zinc. Il est au micro d'Élise Philippe. Les forces de secours vont surveiller l'état du mur parce qu'il y a des différents murets qui soutiennent la Balme. Donc ils vont avoir un système de film, de repérage pour vérifier que la Balme ne bouge pas dans un premier temps. Et la deuxième partie, ça sera la sécurisation à la fois de la canalisation et du muret pour faire en sorte de sécuriser la Balme et qu'elle ne s'écroule pas totalement. La crainte qu'on peut avoir maintenant, c'est avec des orages de plus en plus violents, des épisodes de canicule très forts déjà en juin, des épisodes d'orages très violents, c'est que ça puisse se reproduire plus souvent. On va voir ce qu'on peut mettre en place dans un premier temps pour sécuriser. Et après, il y aura bien sûr une réflexion qui sera portée pour la suite de cette Balme. Voilà. Par où va passer le téléphérique voulu par les écologistes pour mieux desservir l'ouest lyonnais? La question n'est pas encore tranchée. Une concertation doit s'ouvrir avec les habitants, notamment à l'automne prochain. Pourtant, des projets de station sur la commune de Sainte-Foy-les-Lyons ont déjà été envisagés par le Citral. Hugo Frances. Une station de téléphérique verra-t-elle le jour sur la coulée verte de Sainte-Foy?
Rien n'est encore acté, la concertation n'ayant même pas encore commencé, mais les déclarations de projets de travaux du Citral reçues par la ville en début de semaine laissent planer le doute, pas du goût des habitants. Il y a beaucoup de métro sur Lyon, donc on devrait continuer dans ce genre-là, quoi. Que mettre un pylône et puis détruire la nature, détruire tous les animaux qu'on a par là, surtout à Sainte-Foy. On essaye. Un pylône, c'est combien de pylônes? Pour arriver de gare en gare, c'est plusieurs pylônes, quoi. Nous pensons que nous sommes suffisamment desservis sans, pour cela, encore charger notre environnement, en fait. Au total, ce sont 4 déclarations différentes que les services de la mairie ont reçues, avec 4 lieux de la commune ciblés, la Coulée Verte donc, le parc du Brûlé, les vignes de Montrey et puis la rue Paul Fabre. Ce que nous l'obtenons dans la douleur, entre guillemets, ça s'appelle dans la douleur, parce que quand vous recevez l'information des services, je peux vous assurer que c'est douloureux, et le projet se fait encore une fois à marche forcée, alors qu'on nous annonce une concertation. Il faut bien l'expertise de la ville, l'expertise de nos services, pour pouvoir justement avoir ces informations, ce que je trouve proprement scandaleux. Dans un communiqué, le Citral assure qu'il s'agit d'une procédure habituelle et réglementaire nécessaire à la réalisation de tout projet d'infrastructure, avant d'ajouter qu'ignorer cette étape aurait été de l'amateurisme, une brouille de plus dans un dossier encore loin d'être terminé. Transport toujours depuis hier, le pont de Vernaison est en sens unique. Décision prise par la métropole pour faire face notamment à la vétusté de l'édifice. Les automobilistes doivent donc s'habituer. Cette décision qui va avoir un impact sur la circulation sur place. Pour BFM Lyon, Corentin Marabeuf. De nouvelles habitudes à prendre pour les automobilistes. Le sens unique est en vigueur depuis hier et on constate encore quelques infractions. Des automobilistes qui contournent le panneau de signalisation sans interdit qui se trouve juste derrière moi pour emprunter ce pont de Vernaison. D'autres qui s'arrêtent, qui n'étaient pas au courant de la mesure et qui sont donc forcés de faire demi-tour. Et aux heures de pointe, les gendarmes veillent pour faire respecter cette nouvelle mesure. Circulation donc interdite dans le sens Solèze-Vernaison. Les 13 000 usagers quotidiens du pont de Vernaison qui sont donc forcés de faire parfois d'énormes détours, notamment Paris-Rigny ou Givors. Aux heures de pointe, le détour peut faire perdre 1 heure de temps sur le trajet habituel. Une décision qui n'est, vous vous en doutez, pas forcément au goût des élus locaux et des riverains, mais cette décision s'imposait pour la sécurité des usagers, selon la métropole de Lyon, qui savait évidemment que cette mesure provoquerait des difficultés pour les automobilistes. On en est bien conscient. On n'avait pas d'alternative entre la fermeture dans les deux sens ou la fermeture dans un seul sens. Donc voilà, c'est pour essayer d'éviter de le fermer dans les deux sens pendant 2 ans, qu'on essaye de le fermer juste dans un sens pendant l'été. J'espère qu'on va réussir. Maintenant, on travaille aux solutions à moyen terme. D'abord à court terme en mettant des alternatives pour les gens qui doivent se déplacer et à moyen terme en construisant un pont de secours, mais il faut 2 ans pour le construire. La construction de ce pont de secours à proximité du pont de Vernaison est en préparation. Livraison prévue mi-2023. Également à l'étude, la construction d'un pont plus pérenne. En attendant, le pont de Vernaison repassera en double sens de circulation à l'automne avec un feu de rétention asservi au fonctionnement du passage à niveau. Un taux d'incidence de 29 pour 100 000 habitants dans le département du Rhône. La tension hospitalière qui est redescendue à 26%. La situation sanitaire s'est nettement améliorée et ça se ressent dans les hôpitaux lyonnais. Aux hospices civils de Lyon, les services de réanimation sont revenus à leur capacité d'avant-crise. Reportage à l'hôpital Louis Pradel, Octavie Couchard et Arthur Blé. Après les vagues, le service de réanimation de l'hôpital Louis Pradel remet les choses à leur place. Les unités éphémères ont disparu. Le nombre de patients Covid graves encore hospitalisés en réanimation maintenant a beaucoup diminué et continue à diminuer graduellement. Donc oui, on est revenu à une activité en réanimation qui est plus normale et à un taux d'occupation qui est habituel, je dirais, aux alentours de 90%. Il faut maintenant s'occuper de ceux qui sont restés de l'autre côté du rivage, ceux dont les opérations ont été décalées et qui ont fini par devenir des urgences. On essaie de rattraper une forme de retard. Tous ces patients qui n'ont pas pu être opérés du cœur pendant la crise et qu'il a fallu déprogrammer parfois plusieurs fois. Et bien sûr, on continue à gérer toutes les urgences régionales comme on le fait habituellement. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun patient atteint du Covid dans ce service. Submergé par les vagues successives, le personnel soignant sort aujourd'hui la tête de l'eau.
ça a été très très difficile. Donc là, c'est vrai que de reprendre une activité même opératoire, voilà, avec des patients où on avait l'habitude donc de prendre en charge, c'est vrai que ça a été un soulagement pour toute l'équipe. Malgré tout, pas de relâchement, le personnel reste vigilant. Il n'y a pas que les lits éphémères qui ont été emportés par la vague Covid. Beaucoup de soignants se sont détournés des soins critiques avec la crise, le nouveau problème des services de réanimation. 10 000 personnes à Gerland, le stade va enfin vibrer de nouveau et ça faisait longtemps. La mairie a décidé d'ouvrir une fan zone lundi prochain pour le 8e de finale de l'Euro entre l'équipe de France et la Suisse. Seule condition pour y avoir accès, présenter un pass sanitaire. Alors partant pour rejoindre cette fan zone à Gerland lundi, c'est Aline Duchesne qui vous a posé la question aujourd'hui. Moi ça m'avait beaucoup manqué. Il y a 4 ans pour l'Euro, j'étais beaucoup aux fan zones de Bellecour, etc. Et je trouvais que c'était quand même sympa. Je n'étais pas au courant et c'est plutôt une bonne nouvelle en soi, donc en espérant qu'il y aura du monde et que ça créera pas trop de problèmes. Ça va être sympa, j'espère qu'il fera meilleur qu'aujourd'hui, qu'il fera du beau temps. Une zone, ça va permettre de tous se retrouver, l'ambiance du football et puis même la magie de l'Euro, donc du coup c'est pas mal aussi. Moi ça m'intéresse bien. J'étais pas là pendant la Coupe du Monde, donc j'ai envie de rattraper ça.